Bonjour à tous. Ce matin, nous allons travailler sur la question de gestion numéro 4. Le produit a-t-il un prix? Donc, comme nous l'aurions fait en classe, on va étudier la problématique. Donc, on va regarder d'abord les mots-clés. Ici, bien sûr, il y en a deux, le produit et le prix. Donc, on va mettre en relation ces deux mots. Reste à trouver maintenant le mot qui articule cette problématique. Donc, bien sûr, je vous laisse quelques minutes pour réfléchir. Et là, après avoir donné plusieurs solutions, il faut bien sûr déterminer un mot qui a du sens, c'est-à-dire le mot qui articule la problématique, le mot qui porte le sens. Donc il n'y a pas beaucoup de choix ici, hein, c'est le mot un. Le produit a prix, a-t-il un prix? Donc qu'est-ce que c'est qu'en fait les délimitations? Ce sont toutes les questions qui nous permettent de développer l'ensemble des problématiques sous-jacentes à celle-là. C'est-à-dire que signifie-t-on quand on veut dire le produit a-t-il un prix? Donc on peut dire le produit a-t-il un seul prix? Le produit a-t-il plusieurs prix? Le produit peut-il avoir zéro prix? Donc déjà, on va sur la quantité. Ensuite, on peut se demander si le produit est toujours payant. Donc on va prendre les délimitations, hein. Donc première question que l'on peut noter, le produit est-il toujours payant? Donc dans ce chapitre, on va voir la gratuité. Le produit est-il toujours payant? Deuxième question, qui paye pour obtenir un produit? Est-ce que c'est toujours l'acheteur? Qui paye pour obtenir un produit? Troisième question, paye-t-on toujours le produit en argent? Autre question, avec quoi paye-t-on un produit gratuit? Le produit a-t-il un seul prix? Ça, c'est celle qu'on a dit en premier. Ou inversement, un prix correspond-il toujours à un seul produit? Est-ce que finalement, on n'a pas très souvent des lots, des packs de produits et de services, puisqu'on fait de l'offre globale? Avant-dernière question, qu'achète-t-on lorsque l'on paye le produit? Donc on fait référence à la problématique précédente, hein. On paye une image ou est un produit. Et enfin, que vend-on lorsqu'on met un produit sur le marché? Donc cette fois-ci, c'est la même question, mais du côté de l'entreprise. Donc voilà quelques questions qui permettent de délimiter cette problématique. Le produit a-t-il un prix? Avec la vidéo La presse gratuite fête ses 10 ans sur BFM TV que vous avez pu visionner, je vous ai aussi mis un lien dans le cahier de texte. C'est une vidéo un petit peu ancienne, mais qui permet de bien comprendre justement l'avènement du gratuit et qui permet de comprendre un peu plus les délimitations que l'on vient de noter. Donc, vous pouvez couper la vidéo si vous n'avez pas vu le reportage. Première question. Quelle est la place de la presse gratuite sur le marché de la presse écrite? Donc on a vu, hein, on a un tirage énorme, hein, plus de 5 millions de lecteurs annoncés dans cette vidéo. Donc en fait, ces journaux ont pris la place des quotidiens, des journaux populaires qui n'existaient plus. Donc petit à petit, une certaine catégorie de clientèle s'est détournée des journaux traditionnels et la presse gratuite a voulu prendre la place qui avait été laissée. Quel est le profil des lecteurs de la presse gratuite? Donc nous avons vu que le positionnement, donc c'était surtout au niveau urbain, dans les transports en commun. Donc les lecteurs de la presse gratuite sont plutôt les individus qui ne lisaient pas les journaux auparavant. Donc ils se sont vus offert un journal qu'ils ont commencé à aimer, à s'habituer, hein. Donc pour eux, il n'y a pas eu de substitution de la presse payante. Pour eux, c'était une concurrence indirecte à la presse payante. Donc on a eu un nouveau produit, un nouveau service pour une autre cible. Question 3. Comment les titres de la presse gratuite se différencient-ils de la presse quotidienne nationale? Donc PQN, presse quotidienne nationale, ce sont les journaux tels que Libération, Le Monde, Le Figaro, donc, qui sont sortis, c'est les mêmes qui sortent au niveau national partout en France.
Donc ils se différencient, on l'a vu à travers notamment la présentation, hein, donc c'est des journaux beaucoup plus petits qui sont adaptés à la lecture dans le métro, notamment si vous observez encore aujourd'hui les personnes qui lisent ces quotidiens, ils plient en deux le journal et la personne en face, bah, en fait, va voir la pub. C'est-à-dire que la pub sert à celui qui lit le journal, mais aussi à celui qui est en face, qui peut voir aussi le modèle. C'est pour ça que les titres sont plutôt très gros, c'est très aéré, et puis il y a énormément de place hein, pour la publicité. Donc c'est des journaux qui utilisent AIDA, hein, accroche, intérêt, désir, action, parce qu'ils ont un objectif bien sûr de vendre de la publicité. Donc c'est ainsi qu'on répond déjà à la question 4, hein, puisqu'ils sont gratuits, comment paye ce produit hein. Donc effectivement, ces journaux gratuits sont exclusivement financés par la publicité. Donc l'objectif c'est de faire énormément de volume. Pour faire énormément de volume, il faut qu'ils aient une très forte notoriété, mais il faut que leur image ne soit pas dégradée. Donc il faut quand même séduire les clients pour que les annonceurs, les Renault, les Carrefour et autres Nestlé, puissent être séduits pour investir dans la publicité sur ces supports. Donc dans cette problématique, le produit a-t-il un prix? Nous avons deux chapitres. Un premier chapitre qui va traiter surtout du vocabulaire concernant la stratégie de prix, la politique de prix, et puis un deuxième chapitre sur la fixation du prix, qui va être plutôt assez rapide aussi puisque nous avons bien travaillé sur les fiches outils. Donc nous entamons ainsi le chapitre 9. Vous pouvez regarder le cas de votre livre, page 109 à 116. Il s'agit d'un hôtel qui va développer les mêmes notions qu'ici. Donc ça peut vous servir à voir si vous avez bien compris les différentes stratégies de prix que nous allons voir ici. Alors tout d'abord deux documents. Un premier document sur Eat & Go, qui est une chaîne de restauration avec un produit phare qui est la salade. Hein, comme on pourrait composer soi-même son sandwich, il s'agit ici de composer soi-même sa salade avec des tailles de salade différentes. Donc ça, on est bien sur une offre avec son cœur de métier, hein, donc un positionnement placé sur la composition de la salade. Ici, nous avons Courte Paille, hein, qui est un restaurant traditionnel, où ici, nous avons une offre complète de repas. Mais ici, la tradition, c'est d'offrir une petite salade verte en entrée. Donc, tous les repas sont précédés d'une petite salade qui est offerte, qui est gratuite. Donc, on a bien ici deux modèles différents. Donc, pour répondre aux questions, quels sont les différents prix pratiqués par Eat & Go pour l'achat d'une salade bar? Donc on a vu ici qu'il y avait trois formats de salade. Donc en fonction de la taille, hein, premier critère, L à 6,50 ou XL à 9,50 €. Et puis on peut rajouter en plus des ingrédients, voire même des sandwichs en plus de cette salade. Question numéro 2, qu'est-ce qui différencie qu'est-ce qui justifie ces différences de prix, pardon? Donc on a dit que c'était la taille de la salade ou le nombre d'ingrédients. Donc plus la taille de la salade est importante, plus la quantité est importante, plus le prix sera élevé. Plus le nombre d'ingrédients est important, plus le prix sera élevé. Question 3, citer des exemples où les prix varient selon les mêmes critères. Ben, on a tous les mêmes propositions, que ce soit dans les pizzerias, les menus best-of, maxi best-of, dans les cinémas, etc. Donc là, on a une justification sur la taille du prix et de la taille du produit. Alors pourquoi, à la différence d'Eat & Go, la salade est-elle gratuite dans les restaurants Courte Paille? Hein, donc on l'a expliqué en différenciant la segmentation et le positionnement de ces deux entreprises. La salade est gratuite pour Courte Paille puisqu'elle permet d'accueillir le client. Hein, donc on a l'impression d'avoir un bénéfice client supplémentaire avec un produit gratuit qui n'est pas dans le cœur de métier de l'entreprise. Pour
courte paille, ça n'impacte pas du tout son activité, hein, puisque la salade verte est un coût très très réduit et qu'il va marger manifestement beaucoup plus sur les repas à base de viande. Donc on a bien ici deux positionnements de prix très très différents. Donc on va pouvoir noter en introduction que depuis une vingtaine d'années, hein, depuis les années 2000, on voit que les prix se sont euh, complexifiés. Et on rend de plus en plus opaque le prix réel d'un bien ou d'un service. On voit notamment avec le système de promotion, avec le système de points, avec le système d'abonnement. Donc ceci, ça rend les stratégies prix de plus en plus opaques. Donc voilà pour la première idée. Ensuite, l'entreprise, elle va fixer son prix en fonction de ses objectifs. Donc, on l'a vu avec l'exemple de Eat & Go, de son positionnement. Et elle va fixer son prix, bien sûr, à partir de contraintes. Elle va donc adopter des stratégies de prix différentes en fonction de la situation dans laquelle elle se trouve. Dernière idée, le prix est un sacrifice pour le consommateur. Donc il va vouloir obtenir une récompense en échange de ce sacrifice. Donc pour lui c'est voilà, un investissement, donc il va être beaucoup flatté lorsque notamment on a des offres de produits gratuites, et on va voir comment il peut être séduit par ces offres-là. On termine cette vidéo par la notion de prix unique. Donc la stratégie de prix unique, c'est une politique qui consiste pour une entreprise à proposer à tous les consommateurs un même produit, à un même prix, à un moment déterminé. Donc je répète, la politique de prix unique consiste pour une entreprise à proposer à tous les consommateurs un même prix, pour un même produit, à un moment déterminé. Le prix ne dépend pas de la nature du client, ni du moment, ni du lieu d'achat. Donc on voit que cette politique de prix, c'est généralement celle qui est adoptée, hein, qu'on achète une bouteille d'eau à Carrefour, une bouteille de Badois à Carrefour, ou dans un drive, ou voilà, on va dire que le prix est identique. Malgré tout, il y a des modulations de prix. On peut avoir un prix unique, mais avoir différents types de modulation du prix. Première modulation, grave sécheresse aux États-Unis, mais aussi en Russie. Les céréaliers profitent, les consommateurs sont les premiers victimes de ces augmentations. Ils devraient voir le prix du pain à la hausse. Donc le prix du pain augmente, hein. Donc ici, c'est bien une majoration de prix. Donc l'exemple de produit, c'est la baguette. La hausse du prix de 2 à 3 centimes est en raison de l'augmentation du prix des céréales. Donc là, ce n'est pas une modulation du prix, hein, c'est simplement que le prix a augmenté sur une période particulière. B, on reste avec les grillades pour courte paille, ici avec une promotion du 7 au 31 janvier. Donc B, il s'agit de produits grillades courte paille. On a une baisse du prix de 50%. On voit ici qu'après les fêtes, hein, les restaurants ont une saisonnalité assez faible. Donc la promotion commerciale va être là pour augmenter les ventes du mois de janvier, pour essayer de limiter le frein prix. Et puis enfin, Ikea a un espace bonne trouvaille, un rayon généralement situé en magasin, près des caisses, pour y trouver des meubles souvent abîmés, le tout à moitié prix ou plus. Donc petit c, il s'agit des meubles Ikea. On baisse encore le prix de 50% ou plus, mais cette fois-ci, c'est parce que ce sont des meubles de présentation, des meubles avec des défauts ou abîmés ou salis. Donc on voit ici que la stratégie de prix unique peut avoir quelques-unes des modulations. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir les inconvénients et les avantages de ce prix unique.